Alors on appelle maintenant Mme Louise Montalva pour les vésicules extracellulaires de cellules souches de liquide amniotique, un traitement innovateur pour l'hypoplasie pulmonaire secondaire à la hernie de coupole diaphragmatique. Bonjour à tous, merci de me donner l'opportunité de présenter mon travail de Master 2 que j'ai réalisé au Canada au sein du laboratoire du professeur Augusto Zaldi qui est chirurgien pédiatre à l'hôpital de Toronto au Canada. Donc, mon travail de Master 2 portait sur la hernie de coupole diaphragmatique, qui est une pathologie congénitale qui touche un nouveau-né sur 3000. Cette malformation est caractérisée par un défaut de fermeture du diaphragme au cours du 2e mois de grossesse, ce qui permet aux organes intra-abdominaux de migrer dans le thorax pendant le reste de la vie fœtale. Une fermeture chirurgicale du diaphragme est en général réalisée au cours des premiers jours de vie, mais malgré cela, un nouveau-né sur 3 en France va décéder au cours de la période néonatale. Cette mortalité est principalement due à l'hypoplasie pulmonaire, car malgré la fermeture du diaphragme, les poumons restent petits et immatures, ce qui entrave la respiration des nouveau-nés. Il est important de préciser qu'il n'existe actuellement aucun traitement validé qui permette d'agir de façon efficace sur le développement et la maturation de ces poumons. À noter qu'il existe un traitement qui est actuellement en cours d'évaluation chez les fœtus humains, c'est l'occlusion trachéale par endoscopie fœtale. Au cours de cette intervention, un ballonnet est placé et gonflé dans la trachée des fœtus pendant environ 1 mois et retiré avant la naissance. Le principe de cette intervention repose sur le fait que d'augmenter la pression dans les voies aériennes permettrait d'augmenter la taille des poumons, mais ce traitement ne semble pas agir sur la maturation des poumons qui conservent une architecture anormale. Donc qu'est-ce que l'hypoplasie pulmonaire ? Ça s'apparente à un retard de développement, c'est-à-dire qu'à la naissance, les poumons des fœtus qui devraient être dans le stade alvéolaire de développement sont plus proches du stade saculaire. Donc macroscopiquement, ce sont des poumons plus petits qu'un poumon normal. Et au niveau de l'architecture, on retrouve une diminution du nombre d'alvéoles avec une augmentation de l'épaisseur des parois alvéolaires. Et enfin, au niveau cellulaire, l'hypoplasie pulmonaire est caractérisée par un épithélium qui est immature et un mésenchyme défectueux avec un déséquilibre de différenciation des fibroblastes pulmonaires. Tout cela va aboutir à une altération de la respiration des nouveau-nés et des échanges gazeux, ce qui peut provoquer le décès de ces enfants. Afin de trouver un nouveau traitement pour l'hypoplasie pulmonaire secondaire à la hernie de coupole diaphragmatique, le laboratoire du professeur Zani à Toronto étudie depuis plusieurs années la capacité des cellules souches de liquide amniotique à promouvoir la régénération des poumons. Les cellules souches de liquide amniotique représentent 1% des cellules qui sont trouvées dans le liquide amniotique et sont des cellules pluripotentes avec un fort potentiel régénératif qui a déjà été démontré dans plusieurs modèles de maladies. Comme tout type de cellules, ces cellules souches sécrètent des vésicules extracellulaires. Donc ces vésicules extracellulaires contiennent un matériel biologique important qui permet d'être transféré à une cellule cible et qui peut ainsi réguler l'expression des gènes de cette cellule cible. Depuis quelques années déjà, les vésicules extracellulaires sont reconnus comme étant les médiateurs clés des effets bénéfiques des cellules souches. Donc, les travaux antérieurs par l'équipe du professeur Zani ont permis de démontrer que ces vésicules extracellulaires ont un effet bénéfique sur l'épithélium de cellules de poumons hypoplasiques sur des études in vitro, mais nous ne connaissons pas encore les effets de ces vésicules extracellulaires sur le mésenchyme, l'autre composante majeure des poumons hypoplasiques. Et enfin, ces travaux étaient des études in vitro et nous ne connaissons pas les effets de ces vésicules extracellulaires lorsqu'elles sont administrées in vivo. Donc le but de mon travail de Master 2 était de déterminer les effets de l'administration de vésicules extracellulaires de cellules souches de liquide amniotique administrées in vivo sur des poumons hypoplasiques secondaires à une hernie de coupole diaphragmatique. Donc pour cela, des cellules souches de liquide amniotique étaient isolées à partir de fœtus de rats et mises en culture. Nous avons ensuite recueilli le média conditionné qui contient les vésicules extracellulaires sécrétées par ces cellules souches et nous avons isolé les vésicules extracellulaires avec l'ultracentrifugation. Ces vésicules extracellulaires étaient caractérisées en fonction de leur morphologie, de leur taille et de l'expression de marqueurs de vésicules extracellulaires selon les recommandations de la Société internationale de vésicules extracellulaires.
Afin d'administrer le traitement in vivo, nous avons utilisé le modèle chirurgical de hernie de coupole diaphragmatique chez le lapin. Donc au cours de ce modèle, une lapine gestante est anesthésiée et une hernie de coupole diaphragmatique est créée chirurgicalement chez certains de ces fœtus afin de développer une hypoplasie pulmonaire chez ces fœtus. 2 jours plus tard, après la création de l'hernie de coupole, 2 groupes de fœtus ont reçu un traitement, soit par occlusion trachéale seule ou occlusion trachéale avec injection intratrachéale de vésicules extracellulaires de cellules souches du liquide amniotique. Donc l'occlusion trachéale nous permet de reproduire les effets du seul traitement qui est actuellement en cours d'évaluation chez les fœtus humains et permet dans notre étude d'éviter la fuite des vésicules extracellulaires vers le liquide amniotique après l'injection. Donc vous voyez ici une injection de vésicules extracellulaires qui était réalisée juste avant de faire la ligature trachéale. Vous pouvez voir ici la tête du fœtus et l'injection. À terme, le poumon gauche des fœtus était recueilli pour analyse histologique et biologie moléculaire. Afin d'évaluer le développement de ces poumons, nous avons utilisé comme critères de jugement principaux les 3 modifications majeures qui ont lieu lors du stade alvéolaire, donc le dernier stade de développement des poumons, qui sont l'augmentation du nombre d'alvéoles, l'amincissement des parois alvéolaires et la différenciation des fibroblastes. Donc, tout d'abord, nous avons évalué le nombre d'alvéoles en utilisant le Radial Alveolar Count, qui est un index validé dans l'hypoplasie pulmonaire depuis plus de 50 ans. Cela nous a d'abord permis de confirmer que le nombre d'alvéoles diminuait dans notre modèle de hernie de coupole diaphragmatique, comme vous pouvez voir ici. Et le traitement par occlusion trachéale seule ou avec injection de vésicules extracellulaires de cellules souches du liquide amniotique semblait augmenter le nombre d'alvéoles. Lorsque nous avons quantifié cela, le Radial Alveolar Count diminue dans le groupe hernie de coupole et seule l'administration de vésicules extracellulaires de cellules souches liquides amniotiques avec l'occlusion trachéale permettait d'augmenter de façon significative cet index. Nous avons ensuite évalué l'épaisseur des parois alvéolaires qui était augmentée dans le groupe hernie de coupole. L'occlusion trachéale n'avait aucun effet sur l'épaisseur des parois alvéolaires, tandis que l'administration de vésicules avec l'occlusion trachéale permettait de rétablir l'épaisseur des parois au même niveau que le groupe contrôle. Et enfin, nous avons évalué la différenciation des fibroblastes. Au cours du développement pulmonaire, le mésenchyme est constitué de progéniteurs de fibroblastes qui peuvent se développer soit en lipofibroblastes ou en myofibroblastes. Les lipofibroblastes sont des cellules qui stockent et transfèrent les lipides aux cellules épithéliales pour former le surfactant, qui est indispensable à la respiration à la naissance de ces nouveau-nés. Et de l'autre côté, les myofibroblastes sont des cellules contractiles qui jouent un rôle d'acceptation secondaire lors du développement, du stade alvéolaire, ce qui augmente le nombre d'alvéoles. Afin d'évaluer la maturation du mésenchyme, nous avons utilisé des techniques de PCR quantitatives afin d'évaluer l'expression de gènes marqueurs de différenciation comme ADRP et ACTA2, ainsi que de facteurs de croissance appliqués dans la différenciation de ces fibroblastes qui sont FGF 10 et 18. Donc tout d'abord dans les poumons avec une hernie de coupole diaphragmatique, nous avons remarqué une diminution des gènes associés aux myofibroblastes par rapport au groupe contrôle, tandis qu'il n'y avait pas de modification des gènes liés aux lipofibroblastes. Après l'occlusion trachéale, on a assisté à une augmentation des gènes liés aux myofibroblastes, tandis que l'occlusion trachéale provoquait une diminution des gènes liés aux lipofibroblastes, qui sont pourtant indispensables à la respiration des nouveau-nés. Et enfin, après l'injection de vésicules extracellulaires, nous avons remarqué une augmentation des gènes associés aux lipofibroblastes par rapport à l'occlusion trachéale seule, avec une diminution du facteur de croissance des myofibroblastes, mais une différenciation des myofibroblastes qui restait similaire au groupe contrôle. Nous avons ensuite évalué la différenciation des lipofibroblastes par immunofluorescence. Vous pouvez voir ici en rouge les lipofibroblastes. Et cela nous a permis de confirmer que l'occlusion trachéale provoquait une diminution du nombre de lipofibroblastes, tandis que l'injection de vésicules extracellulaires augmentait le nombre de lipofibroblastes, comme vu précédemment au niveau des gènes. Donc en conclusion, l'administration des vésicules extracellulaires de cellules souches de liquide amniotique ont des effets bénéfiques sur les poumons hypoplasiques, que ce soit pour augmenter les nombres d'alvéoles, ils amincissent les parois alvéolaires et surtout ils stimulent la différenciation des lipofibroblastes sans altérer la différenciation des myofibroblastes.
Donc ces résultats prometteurs nous permettent d'envisager qu'après un diagnostic prénatal d'hernie coupole-diaphragmatique, qui est réalisé 8 fois sur 10 à peu près, vers 20 semaines d'aménorrhée, l'amniosynthèse, qui est déjà proposée en routine lors de ces grossesses, nous permettrait d'isoler des cellules souches de liquide amniotique qui seraient mises en culture et qui nous permettraient d'isoler des vésicules extracellulaires. Ces vésicules extracellulaires seraient alors utilisées en thérapie prénatale, plus ou moins associées à d'autres traitements comme l'occlusion trachéale qui est déjà en cours d'évaluation. Mais nous pourrions aussi utiliser ces vésicules extracellulaires en postnatal chez les enfants avec une hypoplasie pulmonaire persistante, que ce soit sur une hernie coupole-diaphragmatique ou sur d'autres pathologies comme les valves de l'urètre postérieure présentées par Nicolas juste avant. Merci de votre attention. Questions dans la salle? Oui. Oui, merci beaucoup pour votre travail. Donc, il m'inspire un petit peu. Dans le micro, s'il vous plaît. Ça va vous étonner, parce que en fait, j'ai travaillé sur les prothèses, sur ce type de prothèse avec l'équipe d'Israël Nizan, donc notamment Nicolas Cernan, qui met au point effectivement des ballonnets, et il y avait une ressemblance en fait avec la pathologie trachéale ORL, adulte et enfant. Donc je trouve ça très intéressant. Je ne connaissais pas du tout ses travaux parce qu'en fait il a passé sa thèse de sciences dessus. Donc c'est pour ça qu'un ORL est au courant des problèmes effectivement de hernie diaphragmatique, parce que d'emblée c'est pas évident. Et est-ce que vous pensez, donc je voulais juste pour bien comprendre, ce serait les deux couplés ou ce serait juste en fait en théorie l'application de votre traitement? Merci pour votre question. Alors pas forcément. On pourrait les administrer seuls également. Là dans ce travail, nous les avons administrés avec l'occlusion trachéale pour éviter la fuite des vésicules extracellulaires et être sûr, premièrement, qu'il y a un effet des vésicules extracellulaires et qu'elles ne se retrouvent pas toutes dans le liquide amniotique. Mais le laboratoire est actuellement en cours d'évaluation de différentes voies d'administration de ces vésicules extracellulaires, donc sur un modèle de rat, d'hernie diaphragmatique qui existe également, où on est en train d'injecter des vésicules extracellulaires soit par voie intraveineuse chez la femelle rat qui est enceinte, ou par voie intra-amniotique également, et on le compare également à la voie intratrachéale seule ou avec occlusion trachéale. Donc on est en train d'évaluer les différentes voies d'administration. Si on pouvait faire juste des administrations intra-amniotiques, ce serait probablement le mieux. Voilà. Très bien. Écoutez, vraiment c'est très bien, parce que quand on a vu les problèmes d'extraction en fait à la naissance, il y a un peu de casse. Et l'occlusion trachéale aussi, j'ai pas voulu trop développer pour le temps, mais il y a également des problèmes de prématurité. Il y a 3/4 des enfants qui ont l'occlusion trachéale qui naissent prématurément. Donc quand on voit que le poumon se développe mal, si en plus ils naissent prématurément, le poumon n'est pas développé correctement. Et dernière chose, c'est une pathologie qui est relativement peu fréquente quand même. C'est quelques qui est peu fréquente, donc c'est un enfant sur 3000. Donc en France, je ne sais plus exactement combien ça fait, mais c'est peu fréquent, mais ça vient quand même avec une mortalité importante. Un nouveau né sur 3 va mourir. L'énorme problème est là, c'est très intéressant, merci. Merci. Merci, c'est vraiment un très joli travail. Puis on voit des applications assez multiples, et ça c'est intéressant. J'évoquais l'interdisciplinarité tout à l'heure. Vous évoquez que les problèmes urologiques peuvent être traités de la même manière, c'est bien. Moi, il y avait une chose que vous avez soulevée aussi, je ne connais pas du tout les effets, c'est l'obstruction trachéale. Est-ce qu'il y a localement aussi un risque de lésion et de sténose durable de la trachée? Merci pour votre question. Donc, en effet, sur les premières études, donc les études cliniques sont encore en cours sur l'occlusion trachéale, donc on n'a pas les résultats définitifs, mais il y a déjà quelques études qui sont sorties sur un petit nombre de cas, et on observe une trachéomalacie assez importante, parce que le ballonnet va quand même dilater, va faire une pression sur la trachée de ces fœtus pendant quand même 1 mois pendant la grossesse. Donc on sait qu'il y a des effets là-dessus. Par ailleurs, au niveau du poumon, ce serait possible qu'il y ait un effet de fibrose en fait qui se développe, parce que ça fait une augmentation de la pression dans le poumon. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les résultats définitifs. On utilise l'occlusion trachéale que sur les formes très sévères d'hernie diaphragmatique, où la mortalité serait très élevée, quoi qu'il arrive. Donc on n'a pas encore les résultats, mais on sait que c'est pas le traitement parfait non plus.
Il y a un cadre juridique de l'utilisation de ces cellules souches en France. C'est réglé cette affaire ou chaque fois c'est une grande aventure? Alors donc moi j'ai fait En mon recherche travail. clinique, j'entends, hein. Oui, je comprends. Moi j'ai fait mon travail au Canada, donc c'était encore différent. L'avantage dans notre travail, c'est qu'on n'utilise pas les cellules souches. On n'implante pas directement les cellules souches chez les fœtus, qui pourraient poser des problèmes potentiels de développer des tumeurs, parce on implanterait quand même des cellules souches vivantes chez ces fœtus. Mais on n'administre que les vésicules extracellulaires qui sont donc sécrétées par les cellules souches, donc on n'implante pas de cellules en fait dans le fœtus. Donc il y a un cadre légal en France qui est, je pense, très important. Après, je ne connais pas tous les détails étant donné que j'ai fait mon travail principalement là-bas, mais l'idée serait que je continue actuellement à travailler avec eux malgré le fait d'être ici, et quand eux arriveront à passer dans les études cliniques, l'idée serait que j'arrive à implanter ça ici en France, donc je vais devoir m'y intéresser d'un peu plus près. Voilà. Je vois encore pas mal de dossiers comme ça passer à l'ENSM. Donc à l'ENSM, il y aura la possibilité de faire un travail clinique. Il n'y a pas de problème majeur, à condition que le dossier soit très bien fait. Et surtout particulièrement, on utilise la population sur laquelle on va travailler, c'est les enfants avec une hypoplasie sévère, vue en prénatal, la mortalité se rapproche de presque 100% dans certains cas. C'est pour ça c'est peut-être plus facile de commencer à appliquer des traitements, parce qu'on sait que ces enfants risquent de mourir quoi qu'il arrive. Une question aussi, je parle sous votre contrôle, hein, mais ce que je comprends, c'est que l'occlusion trachéale permet surtout un développement en volume du poumon, mais pas sa maturation, alors que les vésicules, elles, vont permettre plutôt la maturation, mais du coup, pas le volume, c'est ça? Est-ce qu'on a des indicateurs du fait que ces vésicules utilisées seules, je rejoins un peu la question qui a été posée tout à l'heure, pourraient, malgré tout, parce que la notion de volume est quand même importante pour le poumon. Votre question est très intéressante. Alors, en fait, nous avons réalisé, je ne vais pas présenter tout ça, mais on a également fait des travaux in vitro, donc sur des cellules épithéliales, mais on a également fait des travaux, on appelle ça ex vivo, c'est-à-dire qu'on a pris des poumons de fœtus de rat, donc c'est un autre modèle d'un diaphragmatique que je n'ai pas présenté ici, que nous avons récupéré à 14 jours de gestation et que nous avons fait pousser en culture pendant 3 jours, et nous avons administré les vésicules extracellulaires directement à ces poumons qui sont dans une petite boîte de pétri, et nous avons réussi à montrer à ce niveau-là que les poumons grossissaient avec les vésicules extracellulaires seuls. Donc là, il n'y a pas d'occlusion trachéale, c'est le poumon dans une boîte de pétri, et les vésicules extracellulaires font grossir les poumons. Font également mûrir les cellules épithéliales, donc ça on l'a vu, c'est-à-dire qu'il y a plus de cellules épithéliales matures plutôt que des cellules épithéliales immatures. Donc on a des effets en tout cas d'augmentation de taille ex vivo, mais on n'a pas encore ce résultat in vivo. Merci pour ce joli travail. Est-ce que vous avez regardé un peu la fonction respiratoire sur des animaux à long terme, en fait, une fois que vos petits fœtus ils étaient nés? Ouais. Donc les nouveau-nés, et la suite, en fait, pour voir un petit peu comment Alors, ça fonctionne. le problème principal actuel, c'est que, en tout cas pour les lapins là, à qui on a fait une occlusion trachéale, à la naissance, ils ne peuvent pas respirer, ils ne peuvent pas vivre. Donc on n'a pas pu, on a sacrifié les fœtus avant même de les faire naître. Donc ça, on ne pourra pas le savoir. Et on est également, on pourrait, le jour où on le fera avec injection intra-amniotique, on pourra évaluer ça. Mais par contre, sur le modèle de rat, de diaphragmatique qu'on a également utilisé, c'est pareil, c'est des fœtus qui à la naissance ne survivent pas normalement. Après, on va développer, on va probablement faire des études pour essayer de voir ça, de voir si on arrive à les faire survivre. Mais pareil, au niveau éthique, c'est encore un peu compliqué de faire ça. Merci. Très bien, merci beaucoup. Bravo.